Merci beaucoup, Monsieur Couturier. Alors voilà pour le Centre de formation populaire, une autre vision, Marie-France Duranceau. Alors, bonjour, je suis très contente de pouvoir présenter dans le cadre de ce colloque-là, surtout après M. Lamarche et M. Couturier, qui, je pense, sont extrêmement bien placés dans le contexte de la réforme de santé et de tout le système de santé. C'est certain que la perspective que je vais prendre est un peu plus particulière parce que ma présentation est sur le milieu communautaire autonome. Et quand je dis milieu communautaire autonome, j'entends vraiment le mot autonome en gros. Ce qui m'a surpris depuis ce matin, c'est le nombre de fois que j'ai entendu le mot humilité. Humilité des chercheurs, humilité dans leur relation justement avec ce milieu communautaire, dans leur relation de collaboration, que ce soit en recherche ou autre. Et en même temps, ça me questionne, parce que je ne pense pas que c'est une question d'humilité. Je pense que c'est une question de peut-être pas assez bien connaître les zones de rencontre entre les deux milieux. Il ne s'agit pas aux chercheurs de complètement changer ce qu'est la recherche puis les perspectives, ça c'est les débats qu'ils auront entre eux, mais de voir comment est-ce que ces deux milieux-là peuvent se parler pour être capables de travailler ensemble. Et ça passe, en tout cas au Centre de formation populaire, c'est comme ça qu'on le travaille, ça passe entre autres en développant des capacités puis en renforçant le milieu communautaire. Donc c'est un peu dans cette perspective-là que ma présentation est faite. Je vais revenir légèrement sur la question du contexte, pas pour vous emmerder encore en disant « voici le milieu communautaire, on est sous-financé, c'est difficile ». Le contexte est difficile, mais où il devient important, c'est qu'il y a une influence directe sur ce qu'on peut faire comme évaluation, mais également ce qu'elle peut répondre à la question d'évaluation pour le milieu communautaire. Donc, je reviens un petit peu, ma collègue Julie, tantôt, l'a quand même bien présenté. Je ne veux pas revenir là, au complet sur la question, mais peut-être juste de ressouligner que si on parle de sous-financement, de multiplication des financements par projet, il faut le mettre aussi avec la question d'une augmentation de la demande. Puis l'augmentation de la demande, elle vient directement de notre contexte présent, des transformations qui ont là, ça fait des années. Le milieu communautaire, c'est un milieu qui est pas dans le système de santé directement, qu'il est autonome, mais qui est très, très jumelé et en lien et en relation. Donc, nécessairement, ce qui se passe d'un côté peut réagir. Dans le cas présent, souvent, ce qu'on voit, c'est que ajouter au sous-financement, à l'augmentation d'une demande parce que moins de gens sont capables d'être servis dans le système de santé, ça augmente le nombre de personnes dans le milieu communautaire sans que les sous, ou en tout cas les ressources, que ce soit financières ou humaines, puissent suivre. Ça fait en sorte que les gens se retrouvent dans une situation de souvent surcharge, à éteindre des feux continuellement. Et ce qui était la force ou ce qui est la nature du milieu communautaire en termes de réflexion, d'être capable d'avoir un apprentissage continu, est un peu perdu dans ce contexte-là parce qu'on se retrouve dans des situations juste de répondre au plus urgent, le plus. Et s'il y a des gens que les listes d'attente sont quelque chose de normal dans le milieu de la santé, c'est vu comme quelque chose d'affreux dans le milieu communautaire parce que Julie le dit tantôt, les portes ne sont jamais supposées se fermer parce que c'est souvent la dernière porte. Donc, on se retrouve avec des listes communautaires, des organismes qui sont même obligés de refuser des gens. Et tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on est dans une situation qui est quand même difficile, oui, au jour le jour, et on peut se poser la question, ben oui, puis l'évaluation là-dedans, penses-tu qu'on a besoin ou le temps d'en faire? Mais, et c'est là notre propos, l'évaluation peut aussi contribuer. C'est-à-dire que l'évaluation, c'est un peu comme l'œuf et la poudre, là, c'est-à-dire c'est par l'évaluation que je pense que le milieu communautaire et les organismes peuvent se redonner des positions de pouvoir ou des positions de prise de parole qui sont différentes. Donc, ma présentation va vraiment revenir sur la contribution de l'évaluation dans ce contexte-ci pour le milieu communautaire, pour les organismes communautaires autonomes, puis également, mais ça devrait se faire comment dans ce cas-là? Et je suis certaine que ça va être intéressant, même pour ceux qui ne sont pas proches du milieu communautaire directement, parce que ça va donner, plus le milieu communautaire va s'être formé, renforcé dans son action, puis dans ses manières de faire l'évaluation, plus ça va être des collaborateurs qui vont être des meilleurs collaborateurs, ou du moins, ça va faire des meilleures relations avec le reste du réseau. Alors, je reviens sur ce qui est un organisme communautaire autonome, les critères qui les définissent, parce que c'est des critères qui sont fondamentaux à leur raison d'être et à leur façon. Vous pouvez voir, on parle, oui, évidemment, c'est un organisme à but non lucratif qui est enraciné dans la communauté, qui a une vie associative et démocratique, c'est pas un détail, c'est vraiment la façon d'être constitué, et surtout qui est libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques, ses orientations.
Et lorsqu'on dit ça, c'est pas juste quand on met l'organisme au monde, c'est quelque chose qui se vit aussi tout le temps pour l'organisation, c'est-à-dire d'être capable de toujours renouveler ou d'être capable d'avoir cette liberté, cette autonomie au niveau des missions et des pratiques. On l'appelle autonome parce qu'il a été constitué à l'initiative des gens, mais surtout parce qu'une mission de transformation sociale. Et ça non plus, ce n'est pas un détail. Dans la situation actuelle, je dirais que c'est un des aspects qui est souvent le plus mis de côté pour les organisations de santé, c'est-à-dire qu'on répond, on fait l'équivalent de faire des services, mais tout ce qui est la question de transformation, comme par exemple, je vous donne un exemple, si un groupe a comme mission de combattre l'intolérance sous toutes ses formes, c'est gros comme le monde comme mission, oui, mais si tu es juste en train de faire des services puis tu n'es pas capable d'aller au-delà de ça, bien, tu perds le sens de ta mission. Donc, quand on dit qu'un organisme communautaire, ce n'est pas juste un prestataire de services, c'est avant tout un organisme qui a une vision de transformation sociale. Et pour les organismes communautaires, ça reste quelque chose qui est primordial et qui, dans le contexte actuel, souvent est mis en tension. Donc, comme la liberté de déterminer la mission, etc., la multiplication des projets vient mettre en tension ce critère-là parce qu'à un certain moment, tu cours au financement, tu cours à faire ta reddition de comptes et tu n'as plus l'aspect, je dirais, global des activités, de où ils devraient s'en aller, dans quel but, etc. Donc, c'est dans ce contexte-là que vraiment l'évaluation peut avoir une contribution réelle pour le milieu communautaire. Donc, évidemment, souvent, le milieu communautaire, on parle de l'outil comme un outil d'amélioration. Je dirais que c'est commun à toutes nos pratiques d'évaluation. On cherche à améliorer, à ajuster, mais dans le milieu communautaire, ça a été quand même assez peu fait. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup des effets qu'on espère avoir et tout ça, mais on les a peu mesurés pour s'assurer que c'est ça qui arrive exactement. On parlait de la roue de Deming, je pense que, la roue de Deming qui disait c'est une roue en continu. C'est vraiment dans cet aspect-là que l'outil d'amélioration doit être compris. C'est que c'est une roue en continu qui permet d'ajuster continuellement. Et comme le disait Julie, oui, à la limite, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie déjà du milieu communautaire. C'est un milieu qui se questionne, qui n'a pas peur de se modifier, etc. Mais peut-être que des fois, il manquait justement l'outil pour être capable de savoir, mais c'est où que j'ajuste et qu'est-ce qu'il y a besoin exactement d'ajuster et d'avoir un regard un petit peu plus réflectif. C'est aussi un puissant outil, l'évaluation d'apprentissage, quand c'est fait encore dans une certaine approche. Ça peut être un outil de mobilisation aussi, je vais le démontrer plus tard. Puis un outil de mobilisation dans un critère de vie associative et démocratique, c'est pas encore là un détail, c'est quelque chose qui devient fondamental. C'est un outil de soutien à la vie associative et ultimement d'appropriation de l'action communautaire, c'est-à-dire que ça permet de développer, je pense, une voix, une prise de parole pour être capable aussi de défendre son action puis de la démontrer. Pour l'ensemble de la société, l'évaluation puis le milieu communautaire, si on peut le développer dans le milieu communautaire, ça va permettre de faire connaître les approches innovantes, c'est évident. De faire connaître aussi ce qui se fait de bien, ce qui se fait dans le milieu, la richesse du milieu communautaire, mais ça va permettre des meilleurs échanges aussi avec, que ce soit les bailleurs de fonds ou que ce soit aussi avec les chercheurs. Ça renforce les capacités du milieu communautaire, puis ça contribue ultimement, on espère, à développer une certaine culture. Le milieu communautaire n'est pas exempt des autres. La culture d'évaluation au sein de notre société en général est, on dirait, petite. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel je voulais le placer, c'est-à-dire que l'évaluation, dans ce cas-ci, n'est pas juste vue comme un outil où on va aller voir les effets, elle est vraiment vue comme une contribution à renforcer le milieu communautaire et ses capacités. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'il doit être fait? Puis c'est là qui est vraiment dans le comment la différence. Et je vais vous présenter en gros certains critères qui nous semblent importants et après vous donner des exemples concrets de comment on le travaille au Centre de formation populaire pour peut-être un petit peu amorcer une réflexion ou en tout cas lancer la discussion sur ce sujet-là. Donc, c'est un processus qui doit refléter les valeurs, les approches et dans ce sens-là, il faut qu'il soit réalisé à l'interne. Puis ça veut dire pas juste je participe à un projet de recherche ou à une recherche évaluative ou à un programme d'évaluation, mais le milieu communautaire va développer lui-même ses objets de ce qu'il va évaluer, il va le mettre en place, va aller chercher ses informations, il va procéder à son analyse puis son interprétation, mais il reste en contrôle de toutes ces démarches-là, du moins dans cette perspective-là de renforcer le milieu communautaire. Il inclut évidemment la participation, on l'a dit, ça a été nommé plusieurs fois, c'est important, mais ça fait partie de l'approche à avoir, les stratégies pour pouvoir renforcer.
Il permet une réflexion en continu, puis on va le voir, il y a des façons de fonctionner qui permettent d'amener des changements, même dès le début de faire une évaluation. Il renforce la cohérence entre la pratique et la mission, c'est super important. Cet espace de réflexion-là permet souvent d'être capable de recadrer entre les activités, ce qu'on souhaite faire, comment tout ça se met ensemble, comment tout ça se tient. Et finalement, il doit être intégré au contexte du groupe, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une grande adaptation à faire aussi pour faire les pratiques d'évaluation. Souple, adaptatif, ça reste, ça fait partie des valeurs aussi du milieu communautaire, puis c'est important que le système reste comme ça. Je vais vous donner juste un exemple. Je travaillais avec un groupe la semaine dernière qui est dans un projet de recherche internationale. C'est une maison de famille qui fait des ateliers avec parents-enfants. Et ils ont été approchés par, je pense, leur CIUS pour faire ce projet de recherche très intéressant sur les ateliers parents-enfants. Très contents, ils ont dit, ben oui, nous on fait ça, on va embarquer. Là, après un peu de désenchantement, quand il a fallu faire, entre autres, la collecte de données, etc., le projet de recherche est fait tel qu'ils doivent absolument changer comment ils font leurs ateliers parents-enfants et il ne permet aucune souplesse parce que dans les méthodologies, ils veulent s'assurer que tous les cas à l'international soient exactement pareils. Le nombre, le format, ce qui est dit dans les ateliers. Ils se sont retrouvés comme ça, là, il manquait d'air. C'est complètement en dehors des valeurs et des façons de faire de cette maison de famille-là. Et là, il était pris à avoir dit oui à ce projet-là et à être pris avec « mais là, on fait quoi maintenant? C'est pas vrai que je vais changer ma façon de faire. » Parce que leurs ateliers parents-enfants étaient basés, là, la valeur première, c'était de s'adapter à ce que le parent avait besoin. Fait qu'ils changent continuellement sur ce qu'il dit, sur comment il est fait, selon comment les parents réagissent dans le groupe. Donc, vous voyez, c'est un cas où l'évaluation, si on veut qu'elle fonctionne ou qu'elle soit capable de se développer, il faut qu'elle soit collée sur ce qui se passe dans le milieu communautaire puis les approches. Au CFP, il y a maintenant déjà presque 5 ans, avec Centraide, c'est un programme qui a été financé puis développé avec Centraide, qui avait la préoccupation comme bailleur de fonds d'essayer de développer cette culture d'évaluation. Parce qu'en fait, le constat qu'il y avait, c'est que c'est très beau, ils font plein de choses dans le milieu communautaire, mais on n'arrive pas à démontrer nous-mêmes à nos donateurs, finalement, ça change quoi? Ça change quoi les pratiques que vous faites? Donc, ils ont dit, on aimerait ça développer avec vous un projet qui permettrait aux gens de se former en évaluation pour être capable de le faire. Vous allez dire, c'est assez ambitieux. En effet, c'est ambitieux. C'est une formule qui a bougé avec le temps puis qui ressemble un peu aujourd'hui à un programme de formation avec de l'accompagnement individuel pour être capable de développer l'évaluation avec l'espoir que les gens soient capables de continuer ce cycle, comme on parlait, c'est-à-dire de ne pas juste en faire une roue, mais en faire une façon d'être capable de s'ajuster continuellement. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que les gens sont mis en cohorte de 5 groupes. Et cette partie-là est super intéressante et super, finalement, a amené beaucoup d'enrichissement au processus d'évaluation. C'est qu'on a 5 groupes, par exemple, d'un même quartier, qui vont travailler ensemble, qui vont travailler chacun de leur côté leur modèle logique, mais qui vont toujours revenir pour les parties formation, par exemple, comment faire un modèle logique, un plan d'indicateur, puis qui vont en arriver aussi à les travailler et à la critiquer ensemble. Et ça, au début, ça a été mis en disant, ça va peut-être aider. Et finalement, on se rend compte qu'en termes de formation, cette structure-là est super intéressante parce qu'elle permet aux gens de vraiment s'approprier les étapes de l'évaluation. Un modèle logique que tu as travaillé en individuel tout seul chez vous, c'est une chose. C'est difficile pour la plupart des gens. C'est difficile dans un milieu où il y avait beaucoup d'oralité d'un jour te dire, tiens, tu vas faire une planche à dessin, puis on se met ensemble, puis il faut y arriver avec ces structures-là, les catégories. Mais ils y arrivent et ils font des choses très intéressantes. Mais le fait d'être mis ensemble, non seulement ils connaissent les autres organismes de façon très détaillée, mais en même temps, ça leur permet vraiment, en critiquant les modèles des autres, d'être capable d'intégrer toute cette matière-là. Donc, le côté collectif de ce programme-là pour faire l'évaluation, il est très intéressant. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une structure qui est assez classique, de modèle logique. Après, on fait une stratégie d'enquête, une collecte de données, l'analyse, l'interprétation et évidemment l'utilisation. C'est un modèle qui a été aussi développé beaucoup avec les écrits de Michael Patton dans le même genre de philosophie où on utilise des outils qui viennent de la recherche peut-être, mais il y a quelque chose qui est très adapté au développement et qui vise surtout l'utilisation. L'utilisation, dans ce cas-ci, c'est vraiment d'être capable'ajuster, améliorer, coordonner, parler de ce qu'on fait dans nos pratiques.
Le modèle logique, ce n'est pas juste une étape, par exemple, parce qu'il se fait dans un comité d'évaluation avec des membres du CA, des participants et des gens, des employés, ça permet de développer une vision commune de l'organisation. Et c'est probablement un élément ou un moment qui est charnière dans le processus d'évaluation. Il y a des fois des groupes qui me disent, moi, juste le modèle logique, j'arrêterai là. Juste d'avoir fait ça parce que ça a changé toute leur perspective. Au lieu, on ne le voit plus juste comme une planification, on aimerait faire ça. On ne dit plus, ah oui, nous, on intègre toutes les personnes handicapées dans la société. Là, on est obligé de se repositionner. Qu'est-ce que je fais? Comment je pense que ça doit donner des choses? Comment ça doit se passer? Donc, juste de les faire, aller au-delà des extrants, au-delà de j'ai donné tant d'ateliers, tant d'informations, j'ai réuni tant de participants. On est en train de dire, OK, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu penses que ça va donner? Et juste cette réflexion de comité pour en arriver, qu'est-ce que je pense que ça va donner et comment je pense que les choses doivent se modifier, ça peut être, des fois, ça peut aller à des 3 rencontres, 4 rencontres, des 2 mois de travail, des fois même, sur certaines organisations. J'étais dans un groupe où, quand on est arrivé pour faire ça, sur le pourquoi, qu'est-ce que ça doit donner, ce qu'on fait, nos ateliers, c'était encore une autre maison de famille, c'est drôle, ces 2 exemples, mais à un certain moment, l'équipe s'est scindée en 2. Parce qu'il n'y avait plus les mêmes objectifs, qu'est-ce que ça doit donner? Certains, ils disaient, bien, nos ateliers doivent donner, par exemple, un développement de motricité chez les enfants, etc. Puis l'autre gang disait, bien, pas du tout. Nous, on vise la relation avec les parents, etc. Et là, ils ont été obligés de se parler pour se rendre compte que, dans le fond, il y avait 2 modes de ce que devait donner leur atelier qui étaient complètement différents, qui étaient en partie aussi liés au fait que tu avais des éducatrices, certaines qui étaient formées comme éducatrices et d'autres qui étaient formées en travailleur social. Et la vision, elle n'allait pas nécessairement. La mission ultime, elle se ressemblait, mais le comment y arriver était complètement différent. Bien, comme tu peux dire comme organisme, ah tiens, c'est intéressant, mais la vérité, c'est que ça posait problème, parce que l'atelier ne se faisait pas du tout dans les mêmes objectifs. Donc, ils ont été obligés de s'asseoir, de réfléchir, puis d'en arriver à quelque chose qui était un consensus ensemble. Et ça a changé leur façon de voir l'atelier, ça a changé leur façon. Déjà, on n'avait pas commencé l'évaluation, on n'avait rien fait là encore. Mais déjà, juste cette réflexion-là avait apporté beaucoup dans la façon de regarder leurs activités puis ce qu'ils faisaient. Donc, la question du modèle logique, ce n'est pas juste une étape, c'est vraiment un outil de mobilisation puis un outil pour s'assurer qu'on est cohérent. J'ai un autre exemple. Dans une des régions du Québec, il y avait un groupe qui travaillait, là, c'est un organisme qui fait du pairage entre des adultes et des enfants en difficulté pour essayer d'améliorer, puis il y avait toutes des visées là, de transformation pour les jeunes, avec cette relation avec les adultes, soit des personnes plus confiantes, plus intégrées dans la société, etc. Et là, on faisait leur modèle logique, puis là, dans leurs objectifs, à un certain moment, arrivent saines habitudes de vie. Là, je dis, OK. Je dis, bon, à quelle activité, comment est-ce qu'on est capable de relier ça? On parle, là, on ne le voyait pas. Je dis, dans les relations avec le jeune, vous demandez, par exemple, que, je ne sais pas, il fasse des activités sportives? Ou... Elle dit, non, pas du tout. OK. Est-ce que vous demandez, par exemple, s'ils vont au restaurant, que ça ne soit pas du fast? Non. Je dis, c'est quoi saines habitudes de vie? Elle dit, je ne sais pas. Là, je dis, OK, bon, on laisse ça comme ça, on continue à travailler. Après 10-15 minutes, elle dit, je l'ai retrouvé. Elle dit, c'est parce qu'on avait demandé un financement, puis on a commencé à mettre ça partout. Là, OK. J'ai dit, moi, je m'en fous. Personnellement, comme évaluation, c'est pas grave, tu peux le mettre dans tes documents. Mais maintenant, tu as 2 choix. Là, ça fait pas de sens. J'ai dit, soit tu changes la façon dont tu fais, puis tu dis, il faut pour aller vers l'objectif, ou sinon, tu continuerais de le mettre dans vos papiers, mais nous, dans notre travail, on l'enlève de là. Donc, c'est juste pour vous montrer que ces épisodes de petites incohérences ou de glissements, le modèle logique permet des fois de restructurer, puis c'est vraiment bien. Donc, la même chose avec les stratégies d'enquête ou de développer des indicateurs et de faire la collecte de données. Et là, ici, je vous arrête, les collectes de données qu'on fait ne ressemblent pas à de la recherche. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une rigueur dans l'outil. Si je pose une question, est-ce qu'elle est bien posée? Est-ce qu'il y a des billets évidents dans ma question? Mais on ne sera pas à faire des outils de collecte parce que, il n'y a pas les infrastructures et c'est souvent pas collé à ce qui se fait. Je vous donne un exemple. J'avais un groupe qui voulait faire une collecte au niveau des connaissances, sur certaines connaissances qui avaient donné des ateliers là, sur le développement des enfants.
bien, au lieu, ce qui faisait du sens pour eux, ce n'était pas un questionnaire. La moitié des personnes, il y avait de la misère avec l'écrit, l'autre moitié était multiethnique, avec pas l'anglais ou le français. Ça venait hyper complexe, c'était pas collé. En plus, tu avais des gens qui détestent tout ce qui est scolaire. Là, tu leur arrives avec un questionnaire, répondais à ces questions. Ça faisait aucun sens. Ça ne fonctionnait pas. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé, bien, nous, ce qui fait du sens dans notre organisation, c'est de le faire sous forme d'une chasse au trésor. Fait que c'est en faisant une chasse au trésor, en passant les stations qui ont récolté l'information qu'ils avaient besoin sur les connaissances. Donc, c'est pour vous donner des exemples qu'on peut avoir une rigueur. Les questions étaient bien posées, etc. La rigueur était là, mais ce n'était pas de la recherche évaluative. Mais en même temps, ça leur a donné des très bonnes indications sur comment réajuster l'information qu'ils donnaient. Puis, est-ce qu'il y avait certains groupes chez qui c'était moins compris puis devraient le faire autrement? Donc, en fait, je pense que mon message de base, c'est de dire que il y a une partie où le milieu communautaire doit développer ses capacités de faire de l'évaluation pour rencontrer, pour se renforcer comme milieu communautaire, oui, pour être capable de parler de ses changements ou de ses besoins. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'en faisant ça, ils vont devenir aussi des très bons collaborateurs pour savoir avec la recherche où ils peuvent se situer et comment ils peuvent contribuer. Donc voilà. Merci.